Et avant de parler des élections de demain en Tunisie avec nos invités en plateau et en duplex de Genève, d'abord un retour sur la campagne électorale pour cette présidentielle avec un grand favori, l'ancien ministre de Bourguiba, Beji Caïd Essebsi, 87 ans, accusé par le président sortant Marzouki d'être trop proche de l'ancien régime de Ben Ali. Direction Béja avec Marc de Chalvron. Bechbouche, le surnom affectueux de Beji Caïd Essebsi, son parti, Nidatounès, vient de remporter les législatives. Lui se présente maintenant à la présidentielle en favori. Il est le sauveur de la nouvelle Tunisie, il est pour la coalition de tous les Tunisiens. Et pour cela, on vote Beji Caïd Essebsi. Le chef se fait attendre, mais la ferveur est bien là. Des partisans chauffés à blanc par des spots de campagne. L'islamisme pointé du doigt, responsable de l'instabilité du pays. Beji Essebsi arrive finalement du haut de ses 88 ans, vieux routier de la politique tunisienne, ancien président de l'Assemblée nationale. Les Tunisiens n'ont pas fait la révolution pour avoir la polygamie. Vive la Tunisie! Vive la Tunisie! Le risque d'un retour à l'ancien régime, c'est précisément ce que dénonce le grand rival de Nidatounès, Moncef Marzouki, le président sortant, qui se pose en défenseur de la révolution. On voit beaucoup de partisans de l'ancien dictateur Ben Ali chez Nidatounès. Même le candidat Beji Essebsi a travaillé avec lui. Il a dirigé l'Assemblée nationale en son temps. Nidatounès, c'est vrai, c'est l'ancien régime. Les partisans de Moncef Marzouki interpellés par un passant en désaccord. Les esprits s'échauffent rapidement, preuve que la culture du débat fait désormais partie du décor en Tunisie. Alors, nos deux invités pour parler de la Tunisie. D'abord, Kedja Mozen Finan, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes politologue, historienne, chercheuse à l'Institut des Relations internationales à Paris et enseignante à Paris 1. Et puis en duplex de Genève, Asni Abidi, bonsoir. Bonsoir. Alors, Asni Abidi, vous êtes directeur du CERMAM, c'est le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Donc, je vais commencer par vous, Khadija Mozen Finan. Beji Caïd Essebsi, dont on vient de parler dans le sujet, c'est vraiment le favori de cette élection. Mais comme l'accuse le président sortant, Moncef Marzouki, on peut dire que c'est un peu le sous-marin de l'ancien régime ou ce serait trop simple? Non, je crois qu'il n'y a plus de sous-marin. Je crois que chacun ses slogans. Beji Caïd Essebsi met en avant le prolongement et il souhaite prolonger le projet modernisateur de Bourguiba, en tout cas c'est son slogan, tandis que Marzouki met en avant la rupture. Vous dites de Bourguiba, mais pas Ben Ali, il y a une parenthèse entre les deux. Lui-même se réfère au Destour et à Bourguiba, mettant dans une espèce de parenthèse malheureuse la période de Ben Ali. Mais c'est vrai que sous Ben Ali, il n'a pas beaucoup servi l'État. Il était président du Parlement. Vrai, il a été à un moment donné, pour une période courte, président du Parlement, et il a traité rapidement Ben Ali de traître. Alors, on va demander à Asni Abidi ce qu'il en pense. Ce candidat, c'est en fait un peu il se présente comme le parti, comment dire, le candidat en tout cas anti-islam, anti-islamiste. Ça, c'est son grand défaut. On verra après, parce qu'on ne peut pas fonder en tout cas un grand parti politique, on ne peut pas se contenter d'un programme et qui est basé sur l'anti-Annada ou l'anti-islam politique. Donc c'est vrai qu'il y a les enjeux économiques et sécuritaires, mais le grand problème de parti de Nidatounès et de Beji Caïd Essebsi, c'est ça, dire qu'il est la continuité avec l'ancienne époque, avec Bourguiba, et en même temps il veut signer une rupture. Et je vois dans les deux quand même c'est très difficile d'avoir une synthèse. Mais il y a quand même beaucoup de notables du régime Ben Ali dans son parti, ça c'est une réalité. Oui, vous avez évoqué dans votre première question un sous-marin, mais vous avez beaucoup de sous-marins qui aujourd'hui, qui sont, comment dirais-je, qui ont permis par cette loi, donc qui contre l'exclusion, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, et donc des sous-marins qui réhabilités, des sous-marins blanchis. Et la force de ce parti politique, c'est-à-dire, c'est que il a ouvert les portes à tous les anciens de régime de Bourguiba, mais aussi de Ben Ali, parce qu'ils n'ont plus de problème devant la justice pour ne pas se présenter en tant que candidat, à la fois pour les législatives, on a bien vu le score extraordinaire, mais aussi pour Beji Caïd Essebsi pour devenir président. Alors, on a vu, je crois qu'il y a 27 candidats, même s'il y en a certains qui ont déjà abandonné en cours de route. Je crois qu'il y en a 22, en fait, comment dirais-je en lice. Oui, voilà, en lice demain. Et donc, est-ce qu'il y en a parmi les autres qui peuvent empêcher, en fait, Essebsi de ne pas être élu au premier tour?
Non, je crois qu'il y a deux candidats qui se détachent aujourd'hui, c'est Beji Caïd Sebsi et Moncef Marzouki. Ce sont les deux candidats qui vont probablement rester au deuxième tour, si deuxième tour il y a, si Beji Caïd Sebsi n'arrive pas à avoir une majorité. Assia Abidi, vous pensez qu'il y aura un second tour, qui va être élu au premier tour, Sebsi? Écoutez, c'est très difficile en tout cas d'avoir un deuxième tour parce qu'on sait que les chances sont avec donc Beji Caïd Sebsi. Il y a une inconnue, c'est vraiment le corps électoral de Ennahda. Est-ce qu'il va observer une discipline? On sait que l'ancien secrétaire général du parti, Hamad Ijbali, avait dit qu'il ne souhaiterait pas avoir Beji Caïd Sebsi comme président. Ranouchi dit qu'on n'a pas de consigne. Et écoutez, dans les Zouloirs, on ne sait pas comment cette base de Ennahda va voter. Oui. Et ça, c'est un élément très déterminant. Il faut rappeler que le parti Ennahda n'a pas de candidat et qu'il n'a pas donné de consigne de vote précise à ses électeurs. Absolument, il n'a pas donné de consigne, mais indirectement, comme ça vient d'être dit, Hamad Ijbali a dit que le parti Nida Tounes ne devait pas être hégémonique. Donc indirectement, il appelle à voter Marzouki. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que je pense que les islamistes d'Ennahda ont bien compris que cette élection n'était pas très importante, que c'était les élections législatives qui l'étaient. C'est vrai qu'en Tunisie, le président n'a pas le même rôle que le président français, par exemple. On a changé de régime. C'est quoi, c'est quoi son rôle? C'est une sorte de garant de la stabilité du pays? Oui, bien sûr, stabilité du pays, mais il a une autre fonction au niveau de la défense nationale, des affaires étrangères, il signe les traités, mais l'essentiel du pouvoir, il a le droit de grâce, il révoque, il peut dissoudre l'Assemblée, mais l'essentiel du pouvoir va être concentré entre les mains du chef du gouvernement et du Parlement. Assia Abidi, c'est une élection relativement secondaire en Tunisie, l'élection présidentielle? Non, je ne crois pas. C'est vrai qu'il n'a pas les mêmes pouvoirs que le chef du gouvernement, mais il ne faut pas oublier que c'est une élection en suffrage universel. Et ça, ça donne comme une importance à la fonction, même s'il n'a pas de pouvoir vis-à-vis de c'est-à-dire par rapport à la Constitution. Cela dit, avoir la main quand même sur la politique étrangère, sur la défense, la possibilité aussi, le droit de dissoudre l'Assemblée, ça, ce sont des pouvoirs importants. Mais comme vous le savez, c'est parfois la fonction qui fait l'homme, et l'homme aussi peut faire la fonction. On ne sait pas quelles sont les intentions de Beji Caïd Sebsi une fois qu'il est élu, mais on sait qu'aujourd'hui, la troisième, en tout cas, voie, ou le troisième parti, qui est la rue tunisienne, elle est là pour voir s'il y a une dérive ou une tentation autoritaire de la part du nouveau président de la Tunisie. Alors, pour tous les deux, les grands enjeux tunisiens d'aujourd'hui, de demain, juste après cette élection présidentielle, c'est quoi le plus important? C'est la progression de l'islam radical ou c'est la situation économique? C'est quoi le plus urgent? Ce sont les réformes de manière générale, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient en matière de justice, en matière d'éducation, de finances. Ce sont toutes les réformes qu'il va falloir entamer aujourd'hui. Certaines sont très impopulaires et c'est ce qui explique aussi que les islamistes de Ennahda n'aient pas envie d'aller rapidement au pouvoir. Mais je crois que pour entamer ces réformes, on doit passer par une étape où il y ait un parti ou une formation qui rassemble. Et puis par la suite, il va y avoir une troisième voie certainement et plus de partis qui vont dominer le champ politique. Alors, Assia Abidi, donc les réformes, comme viennent de le dire Khadija Mozen Finan, les réformes d'abord, ou alors les menaces aussi, on a vu les infiltrations djihadistes par la frontière algérienne ou par la frontière libyenne. C'est aussi un enjeu important des prochains mois en Tunisie? Ouais, je pense qu'il y a deux préoccupations. La première, c'est d'ordre économique, parce que la situation économique, elle est dans une situation très, très, très difficile. Hein. Le tourisme ne redémarre pas, le chômage aussi, et donc les taux sont inquiétants. Et le deuxième, vous l'avez évoqué, c'est les problèmes sécuritaires, avec un nombre important de Libyens sur le sol tunisien, les frontières entre la Tunisie et la Libye fermées, parfois ouvertes. On sait qu'il y a une pression sur les frontières entre l'Algérie et la Tunisie. Je crois que vraiment les deux éléments importants qui vont poursuivre le nouveau président, c'est rétablir la situation économique, mais aussi la sécurité. Alors, on n'a pas encore la composition du nouveau gouvernement. Il y a eu des élections législatives en octobre. Oui. On parle beaucoup, alors dites-moi si ça va se confirmer ou pas, d'une grande coalition entre Nida Tounes et Ennahda. Est-ce que vous pensez qu'Ennahda va rentrer dans le gouvernement et va prendre le risque d'être au pouvoir? C'est une des possibilités. Ranouchi évoque la possibilité d'un gouvernement d'union nationale, le chef d'Ennahda. Est-ce que ça va être retenu? Est-ce que sa base va accepter? Il y a des discussions aujourd'hui dans les provinces, dans les différentes
différentes provinces aujourd'hui même pour essayer de voir ce que veut faire la base de Nahda. Mais je crois que l'idéal, en tout cas, ce serait qu'il y ait un gouvernement d'union nationale qui soit suffisamment représentatif, c'est-à-dire que Nida Tounes tende la main à Nahda et que Nahda l'accepte, mais en lui donnant des portefeuilles qui soient importants. Ce sont les deux grands partis qui écrasent en fait le paysage politique tunisien. Qui ont soufflé tous les autres partis. Assia Bidi, vous pensez aussi à cette coalition pour gouverner la Tunisie ? On peut dire que Nahda, c'est vraiment du bon usage de l'échec parce qu'il n'est pas premier parti politique. Évidemment, il va laisser les postes importants à Nida Tounes et se positionner en tant que parti d'opposition. C'est toujours un beau rôle. L'exercice du pouvoir, c'est pas comme l'exercice de l'opposition. Et Béji Caïd Sebsi, c'est président de Nida Tounes. Donc pour lui, c'est vraiment une situation idéale pour contrôler, voir la situation. S'il est appelé à gouverner aussi, à prendre quelques postes, il dira toujours que lui n'a pas, en tout cas, il n'a pas ni la présidence, ni le titulaire de chef de gouvernement. Il peut se dédouaner par exemple, des ratés de la prochaine législature. En un mot, tous les deux, 3 ans et demi après le départ de Ben Ali, on peut se réjouir en fait que la Tunisie est devenue un véritable laboratoire démocratique dans le monde arabe. Laboratoire, peut-être pas, mais en tout cas, il y a de grandes avancées et le champ politique a beaucoup évolué, beaucoup changé depuis 2011. Alors, Assia Bidi, votre opinion sur ce laboratoire, sur cet exemple tunisien qui pourrait servir au-delà dans tout le monde arabe ? Oui, je préfère vraiment un exemple ou même une référence très intéressante que laboratoire ou une exception. Je crois que les Tunisiens, ils ont des raisons, en tout cas spécifiques, propres à eux et qui veulent vraiment montrer que la transition démocratique est tout à fait possible sans payer une facture très lourde sur le plan humain et sur le plan politique. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir éclairé les enjeux de cette élection présidentielle et législative qui avait eu lieu quelques semaines avant. Merci donc à Assia Bidi en direct de Genève et merci à vous, Khadija Mozen Fidan, d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.